je m'excuse, je vais parler en espagnol parce que mon français, c'est pas bon. Et c'est mieux pour vous m'écouter en espagnol, je crois, dans les deux cas. Alors, je commence en castellano, en español. Antes que nada, para la gente desde Francia que quizá no conozca a Carlos, porque a Carlos Boyero en España le conoce todo el mundo, voy a hacer una brevísima presentación. Donc pour les Français qui ne connaissent pas Carlos Boyero, qui est connu par tout le monde en Espagne, on va faire une petite présentation d'abord. Carlos nació en la ciudad castellana de Salamanca en 1953. Estudió, son 4 pinceladas un poco para dar pie a hablar. Estudió en un internado de curas a partir de los 9 años y a los 18 se fue a Madrid para estudiar Ciencias de la Información en la Universidad Complutense, donde conoció a un grupo de amigos, un grupo que formaban, además de él, el realizador Fernando Trueba, el también realizador Julio Sánchez Valdés, el actor Antonio Resines y el actor y realizador Óscar Ladoire. Carlos Boyero est né à Salamanca en 1953. Il a étudié dans une école de curés à partir de 9 ans et à 18 ans, il est parti à Madrid pour étudier les sciences de l'information, le journalisme, à l'Université Complutense, où il a connu des réalisateurs, notamment Fernando Trueba et Julio Sánchez, qui étudiaient également à cette époque dans les mêmes cours, l'acteur Antonio Resines et l'acteur-réalisateur Óscar Ladoire. En 1973 se trasladó a Suiza para trabajar de albañil. Me imagino que con muy poca vocación y desde luego peores resultados. En 1973, il est parti en Suisse pour y travailler en tant que maçon et sûrement pas par vocation et j'imagine que sans trop de succès. De vuelta a Madrid y a sus estudios, en el 74 hizo el primero de sus 7 papeles como actor en el cortometraje con el que debutó Fernando Trueba en el cine, que se llamaba Óscar y Carlos, porque los protagonistas eran Óscar Ladoire y Carlos Boyero. Donc en 1974, quand il était de retour à Madrid, il a repris ses études et il a également fait l'acteur dans le premier court-métrage de Fernando Trueba qui s'appelle Óscar et Carlos, Óscar pour Óscar Ladoire et Carlos pour Carlos Boyero. Et ça a été d'ailleurs le premier des 7 autres rôles qu'il a interprétés par la suite. Bueno, a finales de los 70 comienza a escribir en el semanario Guía del Ocio, recomendado por su amigo Fernando Trueba, que era crítico de cine en la revista, aunque él, Carlos, comenzó a escribir en una sección llamada Madrid Nocturno. Donc à la fin des années 70, il a commencé à écrire dans l'hebdomadaire Guía del Ocio, qui est l'équivalent de l'officiel du spectacle, ou Pariscope. Boyero avait déjà commencé à écrire dans la section Madrid Nocturne. Luego ya a principios de los 80 empieza a colaborar con la revista Casablanca, pasa a ser el crítico, bueno, antes pasó a crítico de cine en Guía del Ocio cuando lo abandonó Fernando Trueba y de ahí sucesivamente pasó a ser el crítico de cine de los diarios Diario 16, El Mundo y desde hace pues 12 años en el diario El País, que es, como sabéis, el de mayor difusión en España. Donc en fait, il a commencé à écrire dans l'hebdomadaire Guía del Ocio, mais recommandé par Trueba, qui était également critique justement de cinéma dans cette revue. Ensuite, il a également collaboré dans les années 80 à la revue Casablanca et il deviendra le critique de cinéma justement de la revue Guía del Ocio quand Trueba cessera d'y écrire. Puis il a écrit ensuite dans d'autres journaux, comme par exemple le journal Diario 16. Et à la fermeture de ce journal, il est devenu le critique de cinéma de El Mundo, puis en 2007, celui de El País, où il continue à écrire. Cela fait 12 ans. Sin ninguna duda, y esto no se puede afirmar muy a menudo, Carlos es el crítico más influyente en España.
Si no fuese por su aversión a las redes sociales, se le podría considerar un auténtico influencer, palabra que seguro que detesta. No solo sus críticas son esperadas por los lectores cada viernes en el periódico de mayor tirada del país, como he dicho, sino que su blog en el mismo diario y sus colaboraciones en radio con la cadena SER son masivamente seguidas por Internet. Eso que tan poco cariño le tiene. Entonces, comenzamos ya con la primera pregunta, porque en realidad... Voy a traducir primero antes, ¿vale? Y así ya empezamos con las preguntas. Donc, Carlos Boyero est sans aucun doute le critique le plus influent en Espagne. Et s'il n'était pas si revêche aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies également, en général, il pourrait être considéré comme un véritable influencer, mot qu'il doit sûrement détester. Alors, non seulement ces critiques sont attendues par ses lecteurs chaque vendredi dans le journal au plus gros tirage en Espagne, mais aussi son blog dans le même journal et ses collaborations à la radio SER qui sont massivement suivies sur Internet. On va commencer à lui poser une question. Y la primera pregunta va directamente sobre esto. ¿Cómo llevas esa contradicción de ignorar Internet prácticamente y, sin embargo, ser seguido masivamente en las redes sociales? Alors, comment ressens-tu cette contradiction entre ignorer totalement Internet et les réseaux sociaux dans ta vie quotidienne et être, en fait, en même temps, une célébrité sur ces réseaux sociaux? Pues sobrevivo bastante bien. Sin ese invento, dicen que mágico, milagroso y para mí diabólico, que se llama Internet, ¿no? Ese invento que hace que yendo por la calle me recuerde muchas veces la invasión de los ladrones de cuerpos, cuando veo, un día salí de mi casa y de mi casa al kiosco de prensa, fui contando la gente con la que me cruzaba. Me crucé con 86 personas, 84 de ellas estaban enganchadas al aparatito ese con los, ¿cómo se llaman? Emails, WhatsApps. Había gente que hablaba por la calle a voces, gesticulando, contándote su vida. En mi época eran los locos los que hacían eso. Pero no, llevaban un pinganillo, así todos como ejecutivos y muy, muy seguros de sí mismo y contándote mi vida, su vida profesional, incluso sexual, sin que le importara nada al resto. Entonces me dio terror ver que solo estábamos una anciana y yo desconectados de todo esto, viendo los árboles y viendo pasar a la gente. Había otros que leían en libros, pero no de papel, esa cosa ya tan del neolítico, sino en libros electrónicos, no sé, o sea, todo Dios estaba enganchado a una máquina, ¿no? Y eso me recordó la película La invasión de los ultracuerpos, ¿no? Creo que no hago ciencia ficción, que estamos ahí, yo flipo, alucino con eso, sí. Alors, je survis assez bien au fait de ne pas accepter vraiment Internet, en tout cas de ne pas y passer mon temps, parce que, bon, voilà, pour cette invention que l'on dit magique et fabuleuse, pour moi, est plutôt diabolique. Et l'autre jour, justement, je me suis amusée dans la rue, entre ma maison et le kiosque à journaux, à compter les personnes que je croisais. Il y en avait 86. Et parmi ces 86 personnes, eh bien, il y en avait 84 qui étaient complètement connectées à leur portable, avec leurs emails, leur WhatsApp, en train de parler aussi dans la rue à haute voix. Donc, à mon époque, on appelait ça des fous. Aujourd'hui, je me suis rendu compte évidemment qu'ils avaient une petite... qui parlaient avec un petit auriculaire. Comment on appelle ça déjà ? Une oreillette, voilà, excusez-moi. Et qu'ils étaient comme des gens très importants, très sûrs d'eux-mêmes, parlant de leur vie professionnelle ou même sexuelle, à haute voix, au milieu de tout le monde, sans leur importer qu'on puisse écouter ce qu'ils racontaient. Donc, et j'étais vraiment sidérée de voir qu'il n'y avait qu'une vieille dame et moi qui n'étions pas connectés.
à Internet, mais qui regardions les arbres et les autres personnes. Et il y avait d'autres personnes qui lisaient, certes, mais qui ne lisaient pas sur un livre en papier, parce qu'évidemment, ça c'est de l'époque néolithique, hein, mais qui lisaient un livre électronique. Donc ça m'a rappelé un film qui s'appelle L'invasion des ultra-corps. Alors après, je ne sais pas exactement, un film de science-fiction, et qui traite un petit peu de cet esprit de l'invasion où on retire les corps des gens. El hecho de, como decía antes, de que cada viernes haya mucha gente que esté esperando tus artículos, incluidos los realizadores de las películas, que puedan intuir que vas a hablar de ellos, ¿no te da vértigo? Es decir, ¿no da vértigo ser consciente del poder de tu opinión ante los espectadores? ¿Nunca te ha dado vértigo? Alors, Non. ça donne le vertige d'être conscient du pouvoir de ton opinion sur les spectateurs de cinéma, et notamment aussi les réalisateurs qui attendent aussi les critiques de Monsieur Carlos Boyero chaque vendredi. No, no me da vértigo porque aunque te leen los demás, siempre escribo para mí mismo y sobre todo para la persona, para la mujer que en esa época ha sido mi pareja. O sea, lo único que me preocupaba era que no le gustara a ellas. Lo demás me importa poco. No me importa ni la opinión del lector, ni por supuesto de los directores, ni de los productores, ni... Escribo en primera persona siempre, no por una cuestión de egolatría, utilizo el yo continuamente, porque yo cuento mis verdades, lo cual no quiere decir que eso sea la verdad, para nada. La verdad es una cosa muy abstracta y muy turbia, y quien se apropia de ella me da miedo. Son sencillamente mis sensaciones ante lo que veo y escucho en una pantalla. Si eso lo comparten los lectores, pues me alegro mucho si eso sirve para descubrirles algo que a ellos les va a parecer hermoso también, pero jamás condiciono lo que escribo, lo que hablo en la radio, lo que contaba en una época que hice un programa de televisión. No me importa la opinión ajena. Si tuviera que estar pensando en lo que van a opinar los demás, sería pesadísimo y aburridísimo. O sea, lanzas tu botella al mar con tu mensaje y no, bueno, si alguien ese mensaje lo pilla y lo comparte, fantástico. Si lo detesta, pues seguro que se lo ha pasado también bien. Hay gente que me lee para no ver lo que a mí me gusta, lo cual me parece magnífico. En cualquier caso, recurren también a eso. Es que no pueden vivir sin mí mis enemigos. Es fantástico así. Non, je ne ressens pas de vertige au fait d'être lu comme ça, parce que quand j'écris, c'est pour moi-même, en fait. En fait, j'écris également pour ma femme, celle qui a été ma femme à l'époque, mon épouse. Et j'écrivais, ce qui m'importait surtout, c'est que ça lui plaise à elle. Mais je ne pense pas à l'opinion du lecteur, à celui du réalisateur ou du producteur. J'écris à la première personne, parce qu'en fait, ce que j'écris, ce sont mes propres vérités, et surtout pas la vérité, qui pour moi est abstraite et trouble, et ceux qui s'en emparent, pour moi, me font peur. Donc, j'écris les sensations après avoir écouté et vu un film, ce que ça m'a procuré comme sensation. Et si les gens qui le lisent partagent ces sensations, eh bien c'est très bien. Mais si il y en a d'autres qui ne le partagent pas, eh bien ce n'est pas un problème. C'est une bouteille à la mer que je lance avec un message. Ceux qui donc le trouvent, le lisent et ça leur plaise, très bien. Ceux qui détestent, et d'ailleurs il y en a, je sais, qui me lisent pour ne pas aller voir les films qui me plaisent. Donc voilà, même mes ennemis ont besoin de moi.
ese carácter libérrimo de tus artículos, es absolutamente libre siempre, ¿te ha creado problemas con los medios con los que has trabajado? Alors l'aspect très libre des articles que tu écris a fait que tu as subi des pressions au moment de les écrire, des pressions de la part des médias dans lesquels tu travaillais? Siempre he tenido problemas con los medios. Problemas gordos a veces, pero no con el cine, sino cuando escribo de la vida cotidiana, de la política, de la economía, del estado de las cosas. Ahí sí he tenido problemas serios, juicios, querellas, amenazas, pero con el cine no, vamos, bueno, se puede enfadar mucho, pues gente muy poderosa y pedir mi cabeza, pero llevan pidiendo mi cabeza pues desde que empecé hace 43 años a escribir. Piden mi cabeza incluso los críticos que me hicieron un manifiesto, así como que estaban todo, que pedía también que me echaran de los medios, o sea, los compañeros críticos, pero es que no tengo relación con ellos así ni... Y sí, presiones, y a veces lo han conseguido, pero cuando daba con un director de periódico inteligente, aunque no compartiera en absoluto su visión de las cosas y yo fuera a la contra en sus periódicos, era tan inteligente, sabía lo que yo le daba o le servía de contrapeso para decir... Fijaros lo liberal que soy, que tengo aquí al loco Bollero soltando barbaridades en contra de mis editoriales y de mis... Y bueno, hubo un caso evidente que fue Pedro J. Ramírez, con el que trabajé 20 años, que bueno, me soportaba y le soportaba. Y te quiero decir... y bueno, yo era una coartada también para él. El problema es cuando te tropiezas con alguien con poder absolutamente mediocre y vil, ¿no? Con esos no puedes negociar, con la estupidez arrogante y tal, solo queda pues eso, que te cierra en la boca. En los últimos años me la han cerrado durante 3 años en el periódico El País, donde trabajaba, me quitaron mis columnas, un chat, todo, excepto la crítica de cine, ¿no? Pero bueno, a los que dirigían ese periódico, lo desdirigían, los han echado y los nuevos, pues otra vez. O sea que te quiero decir, sigo sobreviviendo a pesar de los pesares y de múltiples problemas después de 43 años que llevo dedicado a esto. Bueno, adelantándome a otra cuestión... Y es larguito, sí. J'ai toujours eu des problèmes avec les médias. Alors, des fois, des gros problèmes, parfois, mais jamais avec le monde du cinéma. Ça a été plutôt dans des articles que j'ai écrits sur la vie quotidienne, la vie économique, sociale, sur l'état des choses dans mon pays. Et là, en effet, j'ai eu des jugements, des procès qui se sont faits, des menaces aussi qui m'ont été adressées. Mais avec le cinéma, non. Ce qui s'est plutôt passé, il y a eu des gens qui étaient en effet fâchés, et des gens puissants qui ont toujours essayé d'avoir ma tête. Et depuis le début, d'ailleurs, j'étais confrontée à cela. Il y a même eu un manifeste écrit par les autres critiques de cinéma en Espagne qui voulaient qu'on me jette des médias dans lesquels je travaillais. Je n'ai aucune relation avec eux, mais bon, ils ne sont pas vraiment parvenus à leur fin. Et ces pressions, eh bien, parfois, ont été, comment dire, réussies, si on peut dire. Mais quand
je travaillais avec un directeur de journal intelligent. Eh bien, même s'il n'était pas d'accord avec ce que j'écrivais, il était assez intelligent pour reconnaître que je pouvais lui servir aussi de contrepoids, finalement, pour montrer que son journal était libre, justement, d'avoir ce phénomène qui était Carlos Boyero. Et notamment, ça m'est arrivé avec Pedro J. Ramírez, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans, et qui me supportait, et que moi aussi, je supportais d'ailleurs. Et j'étais voilà, une sorte d'alibi pour lui. Mais quand on croise sur son chemin quelqu'un qui est vraiment puissant, mais qui en même temps vil et médiocre, là on ne peut pas négocier. Et on ne peut pas négocier avec la stupidité arrogante. Et ça m'est arrivé justement dans mon journal, le dernier journal dans lequel j'ai travaillé, El País, où j'ai dû pendant 3 ans arrêter d'écrire. Notamment, ils m'ont enlevé un chat que j'avais, des colonnes sur que j'écrivais, mais pas la critique tout de même, pendant 3 ans. Mais bon, voilà, la vie fait que même les directeurs de presse changent et les nouveaux m'ont réincorporé. Donc je suis toujours vivant après 43 ans de travail et d'écriture. Te has adelantado algo de lo que quería hablar y es de esas columnas no cinematográficas que has escrito siempre. De hecho, como hemos dicho antes, empezaste a escribir del Madrid nocturno, que era, por cierto, algo que te iba bastante bien. Entonces, quería que me hablases, aparte de eso, de la época en que escribías en la Guía del Ocio sobre el Madrid nocturno, era la famosa movida madrileña. Sí. Entonces, en aquel momento, ¿cómo viviste esa época? ¿Qué fue para ti, etcétera? Justement, il écrivait donc dans le Madrid Nocturno. Il faudrait peut-être expliquer un petit peu ce qu'était cette colonne, Jesús. Si podrías explicar un poco lo que es Madrid Nocturno, porque yo no lo sé. Era una sección de la revista que hablaba de la noche de Madrid, la noche madrileña. D'accord. En la Guía del Ocio? En la Guía del Ocio. Ah, d'accord. Donc, dans ce journal où il écrivait au début, qui était la Guía del Ocio, donc l'équivalent, ce que je disais, l'officiel du spectacle, il avait une section dans laquelle il écrivait, avant de commencer à être critique dans cette revue, où il parlait de la nuit madrilène. Voilà. Et donc, c'était au moment de la Movida, l'époque de la Movida à Madrid. Donc, on aimerait bien l'écouter un peu parler de cette époque-là et qu'est-ce qu'il en pense de cette époque-là. Escribir de la noche fue una idea que me dio Fernando Trueba, porque yo en aquella época me pasaba la vida en la noche, así me dormía siempre al amanecer, y Trueba me dijo, ¿por qué no lo amortizas? Por lo menos que te paguen las copas y que te paguen un sueldo. Y así lo hice, ¿no? Y hablar de la noche, pues era eran los años en que en España de repente pues hubo la transición, se acababa de morir aquel enanito sanguinario, ¿no? Y bueno, todo bullía, entre otras cosas el sexo, ¿no? Porque el cine estaba prohibido en España y entonces la noche pues era recorrer los espectáculos que empezaban de pornográficos, de travestis, pues todo tipo de... Pero entonces lo que hacía por placer, al cabo de un tiempo descubrí que era pesadísimo tener que hacerlo por obligación. Ir a ver el precio de las putas más exquisitas de Madrid y luego un espectáculo de travestis y luego un señor que se enrollaba en escena con 3 mujeres y que a veces aquello era muy divertido porque me quería tanto que me enfocaban y me decían, y ahora dedicado a Carlos Boyero y tal, y se lo montaba allí con las señoras en escena, con lo cual te quedabas un poco cortado. Pero bueno, fue un tiempo divertido antes de... y que lo dejé por cansancio. En el momento que se convirtió en una obligación, como todo, dejó de darme placer. En cuanto a la famosa movida de Madrid, ya sé que está mitificada.
que al parecer todos eran artistas y prodigiosos y creadores y todas esas cosas. Yo no vi muchos, o muchos que resistieran mínimamente el paso del tiempo, ¿no? El que mejor lo amortizó, como siempre, es ese genio del marketing y de la autopromoción llamado Pedro Almodóvar, ¿no? Pero yo la movida, te diría, pues eran bares y sitios donde nos juntábamos muchos borrachos, muchos drogadictos y buscando ligar y tal. ¿Y qué pasa? Pues que estábamos en los mismos sitios donde sonaba la música, todo eran grupos underground y fantásticos y tal. Yo no quiero ser cínico, pero vamos, los años de la movida, esos de la explosión creativa y la libertad y todo esto, pues no lo sé, igual era eso, pero vamos, yo sobre todo ya te digo, era gente que se juntaban en sitios de pecado buscando lo mismo, o sea, placer. El placer que proporcionan las drogas, el alcohol, el sexo, en fin, fueron divertidos, pero vamos, no esa revolución cultural, o yo no la vi por ningún lado, igual existía, pero vamos, o sea, sobraban los artistas así. Alors, oui, j'écrivais... c'est Fernando Trueba qui m'a proposé, qui m'a suggéré justement d'écrire dans Noche Nocturna. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je vivais la nuit. Je n'allais dormir qu'au petit matin. Et il m'a proposé, il m'a dit que ça serait vraiment génial qu'un journal puisse lui payer les boissons qu'il buvait et qu'avec une paye, il puisse avoir ce genre de vie sans se ruiner, en fait. Donc, ces années, c'était les années de la transition en Espagne. Le petit nain sanguinaire venait de mourir. Et donc tout bouillait là-bas à Madrid, et notamment le sexe qui était interdit avant en Espagne. Donc qu'est-ce qu'on allait voir? Eh bien, des spectacles pornographiques, des travestis, mais c'était par plaisir que je faisais ça. Et c'est devenu un cauchemar quand c'est devenu une obligation. Quand il fallait aller demander le prix des prostituées de luxe à Madrid. Ensuite, il fallait supporter un spectacle où un homme s'amusait, aller un peu plus loin que s'amuser avec 3 femmes. Et j'étais quand même connue dans la nuit de Madrid. Donc, à la fin, il me mettait une petite lumière sur moi, un projecteur, pour me dire, hop, ça c'est dédié à Carlos Boyeros. Donc évidemment, j'étais un peu gênée de ces histoires-là, mais voilà, c'est ce qu'il y avait à ce moment-là. Et donc, à un moment donné, j'ai arrêté de décrire dans Madrid Nocturno parce que j'en étais fatiguée, et quand c'est devenu une obligation et que j'ai perdu le plaisir, j'ai arrêté. Pour ce qui est de la Movida, à cette époque-là, eh bien, je crois que c'est un petit peu exagéré, pour moi, cette idée d'artiste, créateur, qui était prodigieux. Il y en a très peu qui ont résisté à cette époque-là, si ce n'est justement ce génie du marketing et de l'autopromotion qu'est Pedro Almodóvar. Et finalement, qu'est-ce que ça représentait? Eh bien, c'était une époque où les gens qui voulaient s'amuser et qui voulaient boire, qui voulaient se droguer et surtout donc séduire les femmes, eh bien, se retrouvaient dans les mêmes endroits à Madrid pour écouter. Où ça? Dans quels endroits? Là, il y avait de la musique, où il y avait des groupes underground qui passaient. Et je ne voudrais pas paraître cynique, mais moi, l'explosion créative et libre que suppose la Movida, on ne peut pas dire que vraiment je l'ai remarqué. On était tous des gens qui cherchions des endroits de péché pour y trouver le plaisir. Et le plaisir à travers les drogues, à travers l'alcool, à travers le sexe. Et voilà, c'était amusant, certes, mais je n'ai pas vu non plus une révolution culturelle à ce moment-là. Voilà, je crois qu'il y avait un peu trop d'artistes à cette époque-là.
Volviendo a la crítica cinematográfica, tú siempre has estado en un rechazo frontal a los esteticismos vacíos, a ciertas vanguardias, tanto como a los blockbusters o las películas de superhéroes. ¿Cómo definirías el cine que te gusta? Porque hay una frase que tú dices a veces y es que presumes de tener un olfato especial para los impostores. Explícanos un poco todo esto. Alors, tu as toujours rejeté l'esthétisme pour l'esthétisme dans le cinéma et les avant-gardes également, comme les blockbusters. Alors, comment définirais-tu le cinéma que tu défends et que tu aimes? Il y a une phrase que tu as toujours citée, c'était que tu as une sorte de sixième sens pour flairer les imposteurs. Alors, peux-tu nous expliquer cela? Sí, perdón. Efectivamente, siempre he tenido mucha precaución ante las modas, ¿no? Y he visto pasar demasiadas modas, algunas muy aburridas. O sea, hubo una época que la moda era el cine asiático y entonces todos los festivales tenían que proyectar un 80% de cine asiático, pero luego cambió y era el cine latinoamericano y luego el cine africano y tal. Hay películas de esas nacionalidades que evidentemente si son buenas me van a conmover y a emocionar, pero no he participado jamás del entusiasmo generalizado de la crítica ante el descubrimiento continuo de nuevos genios, de nuevas modas. Si me preguntas que qué cine me gusta a mí, te diría que el bueno, el que a mí me parece bueno. Pues un cine con el que conecto sensitivamente y que me transmite emociones, que es lo más importante para mí del cine, ¿no? Que mi capacidad de sentir y de asombrarme y de emocionarme y de transmitirme sentimientos y de identificarte emocionalmente, pasar miedo, turbarte, pues ese cine tengo clarísimo que es el que me gusta, ¿no? Y no lo sé, son las películas que perduran en la inmensa filmoteca que tengo en mi casa y puedo verlas más de 100 veces y con ellas nunca me equivoco. O sea, lo que viene a mi casa para estar conmigo hasta el último día de mi vida es el cine que permanece en tu retina y en tu memoria y en tu corazón y que te sigue alterando. O sea, cada vez que lo veo, o sea, yo puedo haber visto unas 200 veces, no te exagero, mis 2 películas favoritas. Y aunque me las sepa de memoria, me siguen removiendo y me hacen llorar y me alteran y tengo orgasmos con ellas. Esas 2 películas son El apartamento, de Billy Wilder, y El buscavidas, de Robert Rosen. Así. Es la única moda, toda la vida estarán de moda para mí, es la única moda que admito, la de tus gustos, ¿no? No lo que me vendan o pretendan venderme impostores así tantas veces. J'ai toujours une certaine précaution avec les modes au cinéma. Je pense qu'il y en a un peu trop. Il y en a certaines d'ailleurs qui sont très ennuyeuses. Et surtout, il y a des modes comme ça du cinéma asiatique. Il y a eu un moment donné où dans les festivals, 80% du coup des films qui proposaient étaient asiatiques. Le cinéma ensuite latino-américain, le cinéma africain. Il y a des films d'autres nations, d'autres pays qui, s'ils sont bons, mais mieux, ça, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai jamais suivi cet enthousiasme généralisé de la part de la critique, on va dire.
envers des nouveaux génies qu'il trouvait chaque année à l'appel, on va dire. Le cinéma qui me plaît, moi, c'est le cinéma qui est bon, tout simplement. Le cinéma qui, à moi, me paraît bon. Le cinéma qui connecte avec mes sens, qui me transmet une émotion et qui est capable de m'émouvoir, de m'identifier aussi à ce qu'il me raconte, mais qui est capable aussi de me faire peur, de me troubler. Voilà, c'est ce cinéma-là que j'aime. Et il y a des films qui restent depuis longtemps dans ma filmothèque, dans ma cinémathèque à moi à la maison, et je peux les voir des milliers de fois, et je sais que je ne me trompe pas parce qu'ils continuent toujours à m'émouvoir, ces films-là. Ils sont gravés dans ma rétine, dans ma mémoire et dans mon cœur. Et à chaque fois que je les revois, eh ben, ils continuent de m'émouvoir. Et il y a par exemple 2 films qui sont mes préférés, que j'ai pu voir plus de 200 fois, et je n'exagère pas quand je dis ça, et qui, à chaque fois, continuent de m'émouvoir. À chaque fois, je m'identifie à ces films-là, et j'en ai même un orgasme. Donc, ces 2 films, c'est L'appartement, de Billy Wilder, et El Buscavida, de Robert Rossen. C'est ça? Ouais. En français, Pardon? Ah, d'accord. L'arnaqueur. Merci. Donc, voilà. L'unique mode que moi je suis, c'est la mode de mes goûts, de ce que j'aime. Hay algunas constantes argumentales que te remueven especialmente, aparte de lo que acabas de decir de la vida en el cine, la risa, el llanto, el dolor, el desgarro, etc. Y quería que nos hablases de una de tus mayores debilidades, no solo cinematográficamente, sino literariamente también, porque Carlos Bollero es una de las personas que conozco que más lee. Es tu atracción por los personajes derrotados, arrasados, por los perdedores, en definitiva. Háblanos un poco de esto. Alors souvent, tu écris que tu aimes le cinéma, donc qui te fait rire, qui te fait pleurer, qui t'émeut et qui te fait vivre. Alors, et je crois que tu as un penchant aussi pour les personnages vaincus, les personnages dévastés, pour les perdants, que tu ne regardes pas seulement dans les films, mais que tu lis aussi, parce que tu es aussi une des personnes que je connaisse qui lisent le plus. Donc j'aimerais que tu m'expliques ce penchant-là pour les perdants. Creo que es mucho más atractivo emocionalmente y argumentalmente la derrota, el fracaso, la supervivencia, los intentos de redención, que la victoria, los personajes que van sobrados, que lo tienen clarísimo en la vida, triunfadores. O a mí me atraen mucho más los outsiders. Los outsiders en el cine siempre tienen que tener encanto, porque perdedores en la vida hay mucho más que ganadores, ¿no? Pero digamos que yo conecto no solo cinematográficamente, literariamente, con la música, o sea, con ese universo de desgarro, de supervivencia, de vivir en el límite, de seres fronterizos o apaleados que llevan una carga encima de sufrimiento importante y que luchan por sobrevivir y que a veces incluso encuentran el amor o encuentran un lugar razonable para protegerse de la tormenta, ¿no? Son las películas que más me gustan, así es. Y ya a mi edad no creo que vaya a cambiar de gustos, ¿no? Esas películas a condición de que estén hechas con arte, con inteligencia
y con corazón. Y entre ellas, yo creo que de los grandes clásicos, una gran parte de ellos hablan pues del lado oscuro de la vida, también del luminoso, pero hablan de claroscuros, ¿no? Y ese cine pues me apasiona, sí. Je crois que c'est plus attirant émotionnellement, l'échec, la survie aussi des personnages, la tentative de rédemption face à la victoire, à ces personnages qui savent très bien ce qu'ils veulent faire dans la vie ou qui réussissent très bien. J'ai toujours été attirée plus par les outsiders. Il y en a certes beaucoup dans la vie. Il y a plus de perdants dans la vie que de gagnants, mais je crois qu'ils ont un certain charme, surtout quand ils sont bien racontés dans le cinéma. Mais dans le cinéma et dans d'autres arts aussi, hein, dans la musique, dans la littérature, cet univers comme ça de la déchirure, de la survie, de vivre à la limite aussi des frontières, de ces personnages qui sont qui subissent une charge de souffrance comme ça durant des années, qui reçoivent des coups bas, voilà, mais qui peut-être justement peuvent aussi à un moment donné trouver l'amour ou un endroit raisonnable où se protéger contre la tourmente, contre la tempête. Ça, je trouve que ça a du charme et que voilà, quand c'est fait avec art, avec intelligence et avec le cœur, eh ben, ça m'émeut et je continue à aimer ces films-là. Je crois pas qu'à mon âge, d'ailleurs, je vais changer de goût. Donc, mais il y a de grands classiques comme ça, de grands films classiques qui parlent donc de ce côté obscur qu'on a tous, mais aussi lumineux, et donc qui parlent de clair-obscur. Et je crois que c'est vraiment ça qui me passionne. Otra de tus debilidades en el cine, pero también en la vida, son los niños. Es imposible, no puedes dejar que nadie toque a un niño. ¿Eso tiene que ver con tu propia infancia, si puedo meterme en terrenos pantanosos? Un de tes penchants aussi sont les enfants, que ce soit dans la vie ou dans le cinéma. Il ne faut surtout pas toucher un enfant. Est-ce qu'on peut y voir une connexion avec ton enfance, si je peux me permettre d'entrer dans ces zones-là? Pues es probable y tal. Yo tuve la desgracia de vivir en un internado religioso en años brutales en España, o sea, los años represivos, sórdidos, y estuve en un internado de curas y fui testigo de esa brutalidad que muchos años después la gente está denunciando, ¿no? Yo vi o intuí a críos destruidos por la pederastia impune de esos señores con sotana, legitimados para todo, para abusar, o sea, de la inocencia, y me pone muy nervioso sí que alguien se pueda ensañar con un niño o abusar de un niño, porque son la debilidad. No sé si la inocencia, los niños pueden ser muy cabrones también y muy... Pero hablo de la posición del fuerte y del débil. Y vi abusos y vi cómo se comportaba el poder, que lo representaban los curas, o sea, y eran crueles y autoritarios, y esa fue mi experiencia, ¿no? Entonces, malditos sean, y yo creo que no hay dinero suficiente en la Iglesia para compensar
el daño físico y moral que le causaron a miles y miles de niños. O sea, porque la pederastia no fueron casos aislados, ¿no? Ni el sadismo en el... Y sí, y yo no habiendo tenido hijos, me gustan mucho los niños de los amigos y tal, y llevarlos al cine y enseñarles cosas y tal, y sí, me gustan los niños así. Y el otro día me puse enfermo viendo un documental de Netflix de HBO sobre Michael Jackson, que es como tenebroso, que es la película de terror más infame, ¿no? De cómo este tipo, o sea, amparado en su estrellato, en el poder absoluto, la fama, el dinero, o sea, pudo profanar a tantos críos, o sea, criaturas que se enamoraron de él como no se iban a enamorar y que los iba cambiando. Y me imagino que pactando con gran parte de las familias indemnizaciones multimillonarias para salir ileso y no pagar por sus crímenes. El abuso contra el débil me parece el pecado más intolerable, ¿no? C'est possible, en effet, qu'il y ait une connexion pour mon penchant pour les enfants. Parce que malheureusement, j'ai vécu pendant de longues années dans un internat de religieux. Et c'était des années très brutales, où il y avait une grande répression. C'était très sordide, c'était très cruel aussi. J'ai été témoin de beaucoup de brutalité. Qui des années plus tard se dénonce petit à petit. Et j'ai vu, où j'ai aussi ressenti, j'ai eu l'intuition qu'il y avait beaucoup parmi ces curés des pédérastes qui étaient donc impunis. Et ces messieurs en soutane qui étaient légitimisés par tous et qui ont, à mon avis, et c'est clair, abusé de l'innocence. Alors, je ne comprends pas qu'on puisse abuser comme ça de l'innocence, même si, évidemment, tous les enfants ne sont pas si innocents que ça. Et il y a vraiment de sacrés vauriens aussi parmi les enfants. Mais je parle de la position du fort et du faible. Et j'ai vu comment se comporte le pouvoir, c'est-à-dire les curés, qui étaient cruels, qui étaient autoritaires. Et je les maudis, franchement, parce que voilà, ça a été mon expérience. Je ne pense pas qu'il y ait assez d'argent dans l'Église pour pouvoir compenser le mal physique et mental sur ces milliers d'enfants, parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'en Espagne que cela est arrivé. Je n'ai pas eu d'enfants, mais j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les enfants de mes amis. Et d'ailleurs, je les amène beaucoup au cinéma, je leur montre aussi beaucoup de choses. J'ai une relation particulière avec eux. Et d'ailleurs, j'ai vu un documentaire sur Netflix dernièrement de HBO qui m'a rendu malade parce que ça parlait de Michael Jackson. C'était un documentaire terrible, un vrai film d'horreur pour moi, parce que évidemment, sous le fait d'être une étoile, cachée par cette célébrité, il a pu profaner des enfants et qui en plus tombaient amoureux de lui. Et il y avait des pactes qui étaient créés entre les familles, justement pour les indemniser de ce qu'ils pouvaient faire, et donc pour ne pas avoir à payer ces crimes face à la justice. Je crois que que les abus envers les enfants est le plus grand péché qu'il existe au monde. Otro de los valores que siempre defiendes en
en tus críticas y en tu visión de la vida es el de la amistad. Quiero poner como ejemplo de esto el hecho de que en tus 7 trabajos como actor siempre has trabajado con amigos. Entonces, Óscar y Carlos era de Fernando Trueba, que hizo un remake en color. Tonight is the Night, así escrito en español. Tonight is the Night. Es un cortometraje de tu amigo Julio Sánchez Valdés, con Trueba como guionista también y Resines como actor. Vecinos, muy breve, Vecinos es de otro amigo tuyo, Alberto Bermejo, de nuevo con Resines. A Contracorriente la dirige y protagoniza Óscar Ladoire, que entonces también forma parte de este grupo, también está Resines. Un corto del que sí me gustaría que nos hablases algo, que es, porque es muy significativo de la época, el de Tiempos duros en Ríos Rosas, de alguien muy importante para ti, que es Manolo Marinero, y en cuyo reparto figuran nada menos realizadores como Antonio Drover, Ricardo Franco, por supuesto Fernando Trueba, está también Antonio Resines, está otro personaje con el que te has relacionado mucho, el periodista y crítico Antonio Gasset. Y luego está lo de La mujer de tu vida, un capítulo televisivo de otro gran amigo tuyo, José Luis García Sánchez, con guión nada menos que de Rafael Azcona. Entonces, un poco nos hemos perdido un posible actor. Y otra cosa, ¿tú has trabajado alguna vez porque la película te pareciese que podía ser importante o simplemente porque estabas rodeado de amigos, que es lo que en realidad te ha gustado siempre? Alors, il y a une autre valeur qui est importante pour toi, c'est aussi l'amitié. Et d'ailleurs, toutes tes apparitions en tant qu'acteur n'ont été faites qu'avec des amis, que dans des films d'amis d'ailleurs. Donc, pour résumer rapidement, il y a eu les 2 versions de Óscar y Carlos, donc la deuxième version en couleur en 1982, donc par le réalisateur Fernando Trueba et avec l'autre acteur Óscar Ladoire. Il y a eu également un court-métrage Tonight is the Night, alors écrit en espagnol, hein, à la prononciation espagnole, réalisé par Julio Sánchez Valdés, écrit par le réalisateur et également par Trueba. Avec dans la distribution, on y retrouve Antonio Resines. Il y a eu aussi le réalisateur du long-métrage Voisin, qui est un autre de tes grands amis aussi, Alberto Bermejo, et avec de nouveau Antonio Resines. Un autre court-métrage qui s'appelait À contre-courant, dirigé par Óscar Ladoire, d'après un scénario de Trueba, de Trueba et de Óscar Ladoire, qui est également l'acteur principal, avec Resines dans la distribution. Et un court-métrage dont j'aimerais que tu parles ensuite, qui est Les temps difficiles à Ríos Rosas, réalisé par quelqu'un qui est très important pour toi, Manolo Marino. Et dans la distribution, participent beaucoup de réalisateurs connus, Antonio Drover, Ricardo Franco et bien sûr Fernando Trueba, également d'autres acteurs connus, Antonio Resines et le journaliste Antonio Gasset. Alors d'ailleurs, je voudrais savoir, est-ce que peut-être on est passé à côté d'un acteur potentiel avec ses courts-métrages, avec ses interprétations. Et je voudrais également savoir si tu choisissais de travailler dans ces films parce que tu pensais que ces films deviendraient importants et donc auraient du succès, ou tout simplement parce que c'était des amis. Yo creo que soy el peor actor del mundo. Si tuviera que escribir sobre mí como actor, diría es detestable. O sea, no me lo creo ni cómo habla, ni cómo escucha. Es afectado, es embarado. Me parecería un actor odioso. ¿Y por qué estaba en todos estos cortos o películas? Porque los amigos se empeñaban, ¿no? Igual para masacrarme ya definitivamente y burlarse de mí, pero se empeñaban en que tenía que aparecer. Y la verdad es que para mí la amistad que ha sido
mi tabla de náufrago durante toda mi vida, lo que me ha salvado pues de muchos desastres, ¿no? Y con la cual tengo establecida como leyes inquebrantables, pues eso nos permitía pasárnoslo muy bien y divertirnos mucho, ¿no? Cuando todavía aquello no era una industria, ¿no? Era divertido hacer, pero ya te digo que soy... yo me encuentro a mí mismo como un actor lamentable. Y luego me preguntabas por Tiempos duros en Río Rosas. Cuando pienso en ese corto me dan estremecimientos, así, porque mi amigo, la persona que lo rodó, pues acabó su vida lanzándose por una ventana, ¿no? Y resulta que yo vivo desde hace 35 años en la zona de Río Rosas y a veces he atravesado tiempos muy duros, ¿no? Entonces, aquel cortometraje se dieron circunstancias que al recordarlas pues me dan como estremecimiento, así. Je crois que je suis le pire acteur du monde. Sans aucun problème. D'ailleurs, si je devais écrire sur moi-même, je dirais que je suis un acteur horrible, que je ne crois absolument pas ce qu'il peut faire comme acteur, qu'il est embarrassé, enfin voilà, odieux, vraiment un acteur sans aucun intérêt. Et pourquoi j'ai accepté de faire ça? Tout simplement parce que c'était des amis qui s'acharnaient à de nouveau me rappeler, pour me massacrer, j'imagine, ou pour tout simplement se moquer de moi encore. Mais pour moi, l'amitié a été en effet une bouée, parce que plus d'une fois, elle m'a sauvée du désastre, de moments très difficiles que j'ai pu vivre. Et on a des lois qui sont... très, comment dire, qu'on ne peut pas rompre entre nous. Voilà, on a une amitié très, 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 très forte. Je me suis beaucoup amusée dans ces moments-là, dans ces courts-métrages et ces longs-métrages que j'ai fait avec ces amis. Et c'est vrai que le cinéma, à l'époque, n'était pas une industrie non plus, donc c'était peut-être plus simple aussi de faire ce genre de choses. Mais en tout cas, pour conclure, je dirais que je suis vraiment un acteur lamentable. Et pour parler de ce court-métrage, justement, des temps difficiles à Río Rosas, eh bien, je suis toujours très, très émue et j'ai une grande nostalgie quand je parle de ce court-métrage ou que j'y pense, parce que l'ami qui l'a tourné, finalement, s'est lancé par une fenêtre, s'est jeté par une fenêtre. Et moi, ça fait 35 ans que je vis dans cette zone, justement, de Río Rosas, et à Madrid, et j'ai traversé des temps très durs, des moments très durs. Donc, les circonstances font que quand je repense à ce court-métrage, j'ai le cœur qui se serre. Seguramente hoy se ve más cine que nunca. Lo que pasa es que los espectadores han huido de las salas y la pantalla grande, queramos o no, está condenada a subsistir con las nuevas plataformas. ¿Cómo ves el futuro del cine subsistiendo con estas plataformas y de esas salas donde en realidad te puedes concentrar, estar a oscuras sin que nada te interrumpa y tal? ¿Cómo ves el futuro en esto? Aujourd'hui, on n'a jamais autant regardé de films, et pourtant, les spectateurs ont pratiquement délaissé les salles de cinéma. L'écran de cinéma semble condamné à subsister avec les plateformes numériques. Comment envisages-tu le futur proche de ce cinéma-là et de l'acte aussi d'aller dans une salle obscure, entourée de gens, et d'être obligé de se concentrer sur un écran? Pues lo veo y lo siento con terror y con una nostalgia anticipada tremenda. Están cerrando continuamente, día a día, las cosas que han alimentado mi vida. Cierran los cines,
cierran las librerías de barrio. En mi barrio ya no existe ninguna. Cerraron las tiendas de discos, cierran, no sé, supongo que si tienes fe, pues la gente encuentra el éxtasis en las iglesias. Yo, mi éxtasis han sido los cines, las librerías y las tiendas de discos, ¿no? Y todo esto ya no existe. Cuando voy al cine, la inmensa mayoría es gente de mi edad o incluso mayor. No veo a gente joven o muy poca gente joven, ¿no? Y luego están las películas para niños, ¿no? Que yo espero que esos niños, así cuando crezcan, que tengan un vínculo emocional muy fuerte con lo de la sala oscura y todo eso. Pero me temo que estamos ya hablando del mundo de ayer, ¿no? Y las nuevas formas de ver cine, pues tú solo en tu casa o por la pantalla, en un móvil, pero ¿cómo puedes ver una película en un móvil así? No sé, a mí me resulta muy, muy marciano y creo que ese espacio de la sala oscura que seguirá manteniendo su magia siempre, para el que quiera disfrutarla, pero es que yo creo que ya ni Dios quiere disfrutar de eso, o muy poquitos. Je vois cela avec... enfin, ça m'effraie vraiment et j'ai une sorte de nostalgie anticipée de ce qui va se passer parce que jour après jour, on ferme toutes les choses qui finalement ont alimenté ma vie, c'est-à-dire des salles de cinéma, mais aussi des librairies de quartier, les boutiques de disques aussi. Et si on a la fée, certes, on peut trouver encore l'extase, on peut encore s'extasier dans une église, mais moi, je ne sais plus où m'extasier puisque tout cela n'existe plus. Et quand je vais au cinéma, la majorité des gens, des spectateurs ont mon âge ou même plus âgés. Je vois très très peu de jeunes et j'espère que ces films pour les enfants, quand eux-mêmes seront plus grands, mais qui garderont quand même ce lien avec la salle obscure. Mais je crains qu'on parle déjà d'un monde, du monde d'hier. Et cette nouvelle façon de regarder des films seul chez soi ou alors sur un portable, je ne sais pas comment on peut voir un film sur un portable, enfin ça me paraît complètement dingue. Et cet espace des salles obscures, je pense qu'elle ne perdra jamais sa magie, elle l'aura pour toujours. Et celui qui voudra en profiter retrouvera toujours cette magie-là. Mais je crois qu'il n'y a plus tellement de monde qui est fasciné par cela. Además de la ofensiva de las nuevas plataformas, pues ya tenemos Netflix, Amazon, ha anunciado hace muy poco Apple que va a lanzar su propia plataforma, bendecida entre otros por Steven Spielberg. Va a aterrizar Disney, etcétera, etcétera. Aparte de eso, hay también cuestiones casi sociológicas. Tú hablabas del mundo de ayer. Está bien porque ese es el título de las memorias en castellano de Stefan Zweig. Y Stefan Zweig dice una cosa muy graciosa que yo la suelo repetir. Escribía, cuando yo era joven, tener prisa era de mala educación. Entonces, la prisa actual, eso de ir al cine, hacer cola, estar 2 horas metido en una sala oscura, se mezcla con factores sociológicos como el hecho de que esos niños del futuro, hoy al menos son niños multipantallas. Si yo veo el cine con mi hijo, que no es ni mucho menos tan niño, y si, en casa, quiero decir, si estamos viendo una película en televisión, él tiene abierta su tableta con el móvil en la mano al mismo tiempo. Esa falta de concentración, esa tendencia a dispersarse, esas prisas, esa aceleración
son características de esos niños que decías antes. Les nouvelles plateformes numériques ne cessent de croître. Donc après Netflix et Amazon, Apple annonce sa prochaine ouverture, avec la bénédiction d'ailleurs de Spielberg et d'autres aussi. Disney aussi semble intéressé par ces plateformes. Les plus jeunes spectateurs sont habitués aux multiples écrans. D'ailleurs, moi je le vois avec mon fils. Quand on regarde un film, eh bien, il y a la télé qui est allumée, certes, mais lui, il a également la tablette devant lui et il a le portable. Et il est attentif à ces trois choses-là en même temps. Est-ce que c'est possible de pouvoir faire ça en même temps? En parlant du monde d'hier, il y a Stefan Zweig qui a une phrase que j'aime beaucoup qui disait... et qui parle un peu de tout ce qu'on est en train de développer. Quand j'étais jeune, être pressé, c'était un manque d'éducation. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ces enfants ont un manque de concentration évident, se dispersent sur plusieurs écrans en même temps, sont toujours pressés. Et est-ce que c'est possible pour eux de pouvoir vraiment apprécier ce qu'est un film ? Pues me resulta de locos. Supongo que eso que me cuentas de tu hijo y de la gente de su generación, pues es muy normal, ¿no? Ver una película con el móvil al lado y hablando con los... Pero digamos que para mí el cine exige un nivel de concentración, o me lo da con su encanto. No puedo entender cómo se puede ver cine así. Ir al cine implicaba más cosas, o sea... Si la gente iba sola o se sentía sola, yo creo que durante 2 horas vamos a creer que se sentía acompañada o flotando de alguna forma y que salía de allí, si la película la había tocado, pues concentrado en sí mismo, pero pues eso, viviendo Arcadia casi, ¿no? Y el cine también implicaba ir con otra gente. Y implicaba al salir, pues, ir a tomar algo y hablar durante un tiempo interminable de esa experiencia compartida, ¿no? Y recordarlo con risas, con emoción, repetir diálogos. Y era muy bonito, ¿no? Sobre todo compartir películas maravillosas con las personas que más querías y que a ellas le gustaran tanto como a ti, ¿no? Y seguir interminablemente hablando de ello, ¿no? O para la gente que se siente como Robinson Crusoe, el entrar en una sala con un estado de ánimo muy bajo a lo mejor, o sentirse muy solitos y muy perdidos, ¿no? Y salir flotando, o sea, durante 2 horas, haber pillado tal colocón que el dolor se va al infierno, ¿no? Y en ti, pues, vive otras formas de ver cine que sí, que ya sé que ese es el... Pero yo no las entiendo. Eso que me cuentas del móvil al lado viendo la película me dan escalofríos, así. Pour moi, je crois que c'est complètement impossible, dingue. Ça ne rentre pas dans ma tête, ce que tu me racontes de ton fils, de cette génération, évidemment, hein, qui pour eux est tout à fait normal. Je pense que le cinéma exige une certaine concentration et donc je ne peux pas comprendre cette façon d'agir. En fait, aller au cinéma, ça impliquait aussi d'autres choses. C'est-à-dire, quand une personne se sentait seule, eh bien, si elle allait au cinéma pendant 2 heures, elle pouvait se sentir éventuellement accompagnée de toute cette salle. Et puis, si le film en plus lui avait plu, eh bien, elle pouvait sortir un peu comme ça, en flottant, sentir heureuse d'avoir vécu une expérience qu'elle a pu partager aussi avec d'autres, avoir atteint un certain nirvana et oublier un petit peu sa solitude, en tout cas pendant un certain temps. Aller au cinéma, c'était également y aller avec des amis, et puis ensuite sortir, boire un verre, et parler autour d'un verre de ce film, de ce qu'on avait pu ressentir, de rire de cela, de s'émouvoir de nouveau, de répéter des dialogues qu'on
du film. Et il n'y a rien de plus merveilleux que d'échanger ses impressions après avoir vu un film merveilleux. Donc, et de parler de ce film encore des heures et des heures durant. On peut se sentir également comme un Robinson Crusoe, avec... pas très animé, un peu triste, un peu perdu, et aller dans une salle de cinéma et en sortir heureux avec la douleur qui s'est évaporée grâce à un film. Ça sert aussi à cela, un film. Et donc, c'est vrai que toutes ces autres façons de voir des films, d'aller aussi, et de voir le cinéma, eh bien, c'est quelque chose que je ne comprends pas et ça me donne des frissons que d'y penser. Hace unos días asistí a un debate sobre las nuevas plataformas en el cine y demás. La mayoría de lo que se dijo allí tenía más que ver con la porción de mercado que cada uno sería capaz de atraer o mantener y de cómo hacerlo. Algo que, dicho sea de paso, me parece perfectamente lícito. Pero de lo que apenas se habló es de las consecuencias estéticas de ver una película en pantalla grande o verla en cualquier dispositivo. Dicho directamente, ¿cómo se puede ver en un móvil la carrera de cuadrigas de Ben-Hur o las grandes galopadas de los westerns de John Ford? Alors, il y a quelques jours, j'ai assisté à un débat sur les nouvelles plateformes numériques de cinéma. Et le thème principal qui a été débattu était la part de marché que chacune serait capable d'attirer ou de maintenir, ou bien de comment y parvenir à cette part de marché. Bon, ce qui me paraît, je crois que ça se défend, en effet. Mais il a été très peu question de la différence qu'il y a pour le spectateur de voir un film sur un grand écran, avec la concentration que cela suppose, et de la différence qu'il y a justement pour le spectateur de le voir sur un tout petit écran comme c'est le téléphone. Donc, est constamment interrompu en plus. Comment peut-on voir sur un téléphone, dites-moi, les courses de chars de Ben-Hur ou les chevauchées dans un western de John Ford? Pues pienso lo mismo que tú, me resulta de locos. Lo que tengo claro es que... No, pero incluso te diría un cine más intimista, no espectacular, como... Incluso eso tampoco, yo es que tampoco podría verlo en un móvil, yendo por la calle o sentado, no lo sé. Es que para mí pierde toda su magia, es algo que me resulta absurdo, pero si has nacido con ello, y vete a saber lo que veremos, ¿no? en el futuro, si llegamos a viejecitos y tal, pero a mí me mosquea mucho, es que no quiero seguir hablando del tema, es que horror. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est complètement dingue de faire ça, enfin que ça n'a aucun sens. Mais pas seulement pour ce genre de film sensationnel ou à spectacle, enfin avec des grandes scènes d'action, mais pour le cinéma intimiste également. Je trouve que je ne comprends pas qu'on puisse le regarder comme ça sur un petit écran de téléphone, en marchant dans la rue ou même assis. Ça perd toute sa magie. Ça me paraît complètement absurde. Et on ne sait pas encore ce qui nous attend. Je ne sais pas si on arrive à être vraiment encore plus vieux et ce qu'on verra à cette époque-là. Mais enfin, bon, moi, ça me fâche de parler de ce thème-là. Je crois qu'on va passer à autre chose. Bueno, estamos en un festival de cine. Los festivales son uno de los refugios ahora mismo donde se puede ver cine en condiciones estupendas. La gente llena en muchas ocasiones las salas de los festivales y tal. ¿Tú llevas cuántos años? ¿30 y? ¿O, no? Festivales, 35 años. Has cubierto todos los años Berlín, Venecia, Cannes y San Sebastián. Desde hace unos años solo Cannes y San Sebastián
por decisión tuya propia. ¿Qué importancia ha tenido para ti los festivales de cine? Y una segunda pregunta. ¿No es jodido, y perdona el verbo, no es jodido escribir una crítica todos los días, que tienes que ver 2 películas, intentar ser objetivo, despegarte? Háblanos un poco de tu actividad como crítico en festivales. Alors, on est dans un festival et je sais que tu en as couvert de nombreux durant de nombreuses années, comme Berlin, Venise, Cannes et San Sebastian, et dernièrement Cannes et Sébastien, parce que c'est ce que tu as choisi de faire. Et donc, ça fait 35 ans que tu couvres des festivals, et je voulais savoir un petit peu ton impression de ce cinéma qu'on retrouve dans les festivals, mais également il y a une autre question qui me vient, et c'est comment on peut écrire tous les jours dans le cadre de ces festivals justement une critique tous les jours sur un film en restant détaché et objectif. Comment on peut faire ça? Tal vez sea frívolo lo que voy a decir, pero el mayor placer que yo he encontrado en los festivales de cine, aparte del descubrimiento de vez en cuando de películas maravillosas, que era el placer de estar con los amigos, con un grupo de gente que nos dedicábamos a lo mismo, y para mí el momento privilegiado del día, el que me compensaba de horas infinitas de aburrimiento, porque también se puede, era cuando nos íbamos a cenar y contábamos nuestras historias y nos reíamos y bebíamos a costa de a la mañana siguiente un resacón para levantarte a las 6 de la mañana, porque es que encima algunos empiezan desde las 8 de la mañana. Pero eso compensaba todo. Y sabías, además, con ese grupo de gente que ritualmente, durante 35 años, llegaba febrero y era Berlín, ya asociado a esas tardes, a las 4 de la tarde de noche, al hielo, el frío, pero llegaba septiembre, Venecia, ¿no? Muchos mosquitos, pero Venecia tiene encanto incluso con los mosquitos, ¿no? Cannes, ese mercado lujoso que sobrepasa lo del cine, esa especie de feria de la vanidad, de las vanidades. San Sebastián, pero repito, para mí el momento cumbre era ver a esos amigos puntualmente 4 veces al año y esas cenas. Ese grupo de amigos, algunos se murieron, otros se jubilaron, otros se dedican a otra historia, y como nunca me ha gustado hacer nuevas amistades, ni los festivales dejaron de tener interés para mí, y estar yo solo ahí viendo cine oriental durante 14 horas, o sea, prefiero que me pasen cosas más, no sé. Entonces, bueno, sigo yendo a Cannes y a San Sebastián, así, pero... Y siempre recordaré determinadas películas, el milagro que suponen algunas películas que las vi en los festivales, pero a cambio de eso, o sea, joder, las horas de hastío y lo de escribir cotidianamente, pues decías de forma objetiva. Yo no escribo jamás de forma objetiva, así, escribo lo que me da la gana y por eso me equivoco tanto y igual acierto también algunas veces, ¿no? Lo malo de escribir es escribir sobre la nada. Yo admiro a esos críticos de cine que escriben tesis infinitas e inacabables sobre el valor de un plano secuencia en el cine de Kiarostami. Yo sería incapaz. Para escribir necesitas algo sólido que te provoque cosas, pero si solo te ha provocado sueño y
y me he quedado dormido, cosa que me ocurre con frecuencia y a medida que envejezco más, o sea, no tengo... O me salgo a fumar también y vuelvo a entrar y cosas de esas que ya sé que no... entonces escribir cotidianamente es complicado, pero me dedico muchas veces a contar eso, que me fui a fumar y tal, y luego piden mi cabeza y dicen que irresponsable, ¿cómo puede...? Sí, a ellos les metía yo con esto que cuentan los críticos de que es sublime y que el alma llega a tocar... Les metía 12 horas seguidas de cine asiático así durante 13 días. ¿Para qué? Lo haría con mi peor enemigo. Es más, voy a practicar eso. Los voy a atar a una silla y les voy a poner así durante una semana. Bonito argumento para un corto. Sí, esas películas, ese cine que dicen que les fascina y pues se lo van a comer todo. Una semana sin salir viendo eso y tal. Sí. En fait, je vais peut-être paraître un peu frivole en racontant cela, mais le plus grand plaisir que j'avais dans les festivals, à part quand même le fait de découvrir parfois des films merveilleux, eh bien, c'était d'être avec mes amis. Un groupe de gens qui comme moi, se consacrent à regarder des films, et à en faire les critiques. Et c'était enfin, comment dire, la compensation après des fois des heures d'ennui à regarder certains films, à être obligé de regarder certains films, de pouvoir, la compensation était d'avoir enfin ces dîners avec ces amis-là, avec chacun racontant ses histoires, avec évidemment la conséquence de la cuite du lendemain, puisque en plus il fallait se lever tôt, à 6 heures du matin, puisque dans les festivals, comme vous savez, il y a des films qui commencent à 8 heures du matin. Donc voilà, ça au moins, ça compensait ces longues heures de projection. Ça a été pendant 35 ans comme cela, et ce que j'aimais justement, c'était en début d'année, eh bien, se dire, voilà, les rituels de retrouver ces amis-là. C'est-à-dire au début d'année, point Berlin, où à 4 heures de l'après-midi, ça y est, il fait nuit et il fait froid, ou alors Venise aussi en septembre, bon, avec des moustiques certes, mais qui est quand même un endroit charmant. Ou alors Cannes, avec ce luxe, cette foire des vanités, San Sebastian aussi. Mais bon, voilà, c'était des moments précieux, ces 4 fois où on pouvait se rencontrer par an. Certains sont morts depuis, d'autres sont partis à la retraite, d'autres s'occupent d'autres choses. Donc maintenant, moi j'ai toujours eu du mal à avoir de nouvelles amitiés, à me faire de nouvelles amitiés. Donc les festivals n'ont plus autant d'intérêt pour moi. Et passer 14 heures à voir du cinéma asiatique, oriental, non, là franchement, ça devient très très dur. Hein, sans cette compensation que j'avais avant, n'est-ce pas? Donc il ne reste plus que Cannes et San Sebastian auxquels je vais. Mais c'est vrai que le souvenir quand même de certains de ces films que j'ai pu découvrir, ces perles que j'ai pu découvrir dans des festivals, compense un peu toute cet ennui que j'ai pu avoir durant des longues séances de films. Et à propos d'écrire tous les jours sur des films, eh bien, je crois qu'il n'y a rien de plus difficile que d'écrire sur rien, c'est-à-dire sur le néant. Ces gens, ces critiques qui font des thèses inachevées, interminables sur la valeur d'un plan dans un film de Kiarostami, moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal et il me faut quelque chose d'un peu plus solide pour me raccrocher à quelque chose, pour pouvoir le raconter. Surtout que voilà, ces plans magnifiques me font dormir. Donc, si j'ai dormi, évidemment, je les ai pas vus. En plus, je dors de plus en plus parce que je vieillis. Et sinon, parfois, je sors aussi fumer une cigarette et je reviens. Et ce sont des choses en plus que je raconte dans mes critiques. Et évidemment, ça m'a valu quelques reproches, on va dire, et cette réputation d'irresponsable de raconter ce genre de choses. Mais
Je crois que ce que j'aimerais pouvoir faire un jour, c'est de prendre un de ces critiques-là, qui aiment tellement le cinéma asiatique, et c'est de l'asseoir dans une chaise, de l'attacher à la chaise, et pendant une semaine, de l'obliger à voir ce fameux cinéma qu'il aime tellement, le cinéma asiatique. Voilà, là j'aurai un vrai plaisir, de nouveau. Bueno, aunque acabas de llegar a Nantes, es la primera vez que vienes a la ciudad y por tanto al festival, ¿te has podido hacer una idea de este festival? ¿Alguna sensación al menos en estas horas? Alors, bien que tu viennes d'arriver à Nantes et que tu n'as jamais visité Nantes auparavant, quelle est ta première impression que peut t'apporter quelle est ta première impression sur ce festival et sur ces premières heures à Nantes? Todo desprende buen rollo, toda la gente que he conocido es cálida, educada, el día es precioso, la ciudad es bonita, se come muy bien. ¿Qué más puedo contar de mi experiencia? Y encima es la ciudad del hombre que dotó de infinita felicidad a mi infancia, de un escritor llamado Gilbert, que me hizo tantos regalos. Entonces hoy paseando por aquí me cuentan que él estuvo solo hasta los 18 años, pero trataba de imaginarme a ese niño fabulando en su cabeza ya todo tipo de historias, no sé. Es muy bonito, Nan, ¿no? Je ne vois que je n'ai rencontré que des gens très agréables, très gentils, très bien élevés. La journée était magnifique, la ville est très belle, j'ai très bien mangé. Donc voilà, je trouve que tout va très bien. Et cette ville, ce qu'elle me rappelle évidemment, c'est un homme qui a doté mon enfance de tellement de moments de joie en le lisant, Gilbert. C'est ça, hein? Jules. Ah, c'est pour ça que je comprenais rien. Je suis désolée, mais là, j'ai pas compris. Jules Verne. J'ai entendu Gilbert. Je me disais, c'est qui Gilbert? Oh là là, il y a des fois, Jules Verne. Voilà, des fois, je comprends même pas le français dit en espagnol. Je suis désolée, hein. Vraiment désolée. Et donc, il m'a offert tellement de cadeaux dans ma jeunesse. Et je crois qu'il n'était ici que jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc, j'imagine ce jeune homme en train de s'inventer ses histoires dans sa tête et ensuite de les raconter dans ses livres. Bueno, en los últimos años, aparte de las nuevas plataformas, han tomado un auge especial las series. Desde hace 3 ediciones, creo. En Nantes se proyecta cada año una serie española. Este año Arde Madrid, de Paco León. Y en estos últimos años te has convertido en un gran consumidor de series. ¿Es el momento, como se dice, dorado de las series? ¿Están las series a la altura del cine? ¿Qué te engancha en ellas? Alors maintenant, on a l'habitude de diffuser dans les festivals aussi des séries télévisées. La dernière ici, c'est Arde Madrid. Et je crois que tu es vraiment accro aussi, devenu accro à ces séries-là qui des fois ont un niveau qui vraiment se rapproche du cinéma sans aucun problème. Et donc, je voulais savoir un petit peu si tu pouvais me parler de ces séries-là qui t'intéressent aussi bien. Est-ce que c'est sûrement l'âge d'or de la série? Donc, voilà, si tu pouvais me dire ce que tu en pensais aussi. Yo creo que la edad de oro de las series ha pasado. A lo mejor vuelve otra vez, pero lo que hizo HBO a comienzos del siglo XXI
series como The Wire, Los Soprano, Mad Men, Breaking Bad, Juego de Tronos, The Nick, y algunas más que se me olvidan. Esa representó la edad de oro. La primera temporada de True Detective, la primera porque las otras dos son horrorosas, ¿no? Creo que es imposible concentrar tanta calidad y tan continua, ¿no? Y a partir, desde hace tiempo, siempre me tratan de descubrirme una serie genial y digo, pues para nada, o a mí no me lo parecen, ¿no? Sigo consumiendo series, creo que en España ahora a través de Movistar los directores con mucho talento han dejado temporalmente el cine para dirigir series. Hay algunas notables como La Peste de Alberto Rodríguez, Gigantes de Enrique Urbizu, El Día de Mañana de Mariano Barroso o Ar de Madrid de Paco León, que tienen inventiva, imaginación, solidez, están muy bien rodadas. Y entonces te diría que en España puede existir un relativo esplendor, pero las grandes series americanas, que para mí puede ser el mejor cine que se ha hecho en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que ya ha pasado. Igual vuelven a resurgir, pero la edad de oro se ha terminado. Y hace tiempo, ¿no? Independientemente de que salga alguna cosa muy atractiva, pero todo eso ya pasó. Pour moi, je pense que l'âge d'or des séries est déjà passé et peut-être qu'il reviendra, mais je crois que l'âge d'or avec HBO au début du 21e siècle, oui, de ce siècle-ci, eh bien, avec par exemple Wire, Les Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, avec la première saison de True Detective aussi, là c'était le moment de l'âge d'or. Et je pense que c'est impossible d'avoir autant de bonne qualité aussi longtemps. Donc voilà, sans cesse on me dit qu'on veut me faire découvrir d'autres séries géniales et bon, non, je ne trouve pas qu'il y en ait en ce moment. Ce qui est vrai, c'est qu'en Espagne, il y a Movistar qui maintenant permet à des réalisateurs de talent de passer du cinéma à la télé, à la série. Comme il y a eu des séries comme La Peste, Gigantes, voilà, et d'autres encore qui sont vraiment inventives, solides, intéressantes et bien tournées. Donc, je trouve qu'il y a de bonnes choses qui se font. Mais comme la série américaine, il n'y en a pas d'autres. Et je pense que ça a été le meilleur cinéma du XXe siècle. Et je pense que voilà, l'âge d'or est passé. Peut-être qu'il reviendra, mais pour moi, il est déjà passé. Bueno, sí, no, que eso iba a decir, que no sé si la edad de oro de las series se ha acabado, pero esto lo tenemos que dar por terminado ya por tiempo. Bueno, que si alguien quiere hacer alguna pregunta, están ustedes a tiempo. Únicamente una cosa, si le gusta Jules Verne, en la isla de Nantes tiene el carrusel. Pues, muchas gracias. Si puede ir a sacar fotos. Si me da tiempo, iré. Muchas gracias. Sacar fotos con Jorge. Bueno, gracias. Por ejemplo.